Oui, bonjour. Jean-Pierre Scandella, cabinet Aroman. Je voudrais poser une question générale et une question à Monsieur Cohen également, un peu plus particulière. Pensez-vous que dans vos métiers respectifs, que l'entreprise innove plus aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans? Donc ça, c'est pour avoir une réponse de vos différents métiers. Et Monsieur Cohen, en revanche, vous avez dit que les dirigeants pouvaient être un frein à l'innovation, ce que je ne crois pas. Selon les dirigeants, j'aurais bien aimé que vous développiez ce point, s'il vous plaît. Vous voulez répondre ? Oui, alors rapidement, est-ce qu'on innove plus qu'avant ? Je pense que chez Eramet, la réponse est oui. On innove plus qu'il y a quelques années, pour plusieurs raisons. Parce que le groupe a grandi, parce que le monde extérieur a changé, et parce qu'on n'a plus les mêmes ambitions. Voilà. Donc, on a été assez. Enfin, le groupe a innové en ce sens qu'il a beaucoup grandi dans toute la décennie 90-2000 et 2000-2010. Ça a été l'installation d'un groupe, et là maintenant c'est la croissance et le développement. Donc je pense que oui, on est poussé par tout un tas de facteurs à innover plus, ouais, dans tous les sens de l'innovation. Alors je vais peut-être répondre à la question sur l'handicap des dirigeants. Et ce que j'observe, c'est que nous avons beaucoup de bons managers. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon manager ? C'est quelqu'un qui contrôle l'utilisation des ressources pour arriver à un but donné. À partir du moment où on innove, c'est mettre des grains de sable dans la mécanique. Et de ce fait, ça empêche le reste de se faire comme cela devrait être le cas. Donc le manager, il a une résistance naturelle à l'innovation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a le syndrome qu'on appelle NIH, Not Invented Here. Et malheureusement, dans nos cultures occidentales, il y a un certain nombre de dirigeants qui pensent que parce qu'ils sont payés des salaires très élevés, c'est à eux que revient le privilège d'avoir les bonnes idées. Donc, les idées des autres sont nettement moins intéressantes. Et puis, le troisième problème, c'est qu'ils ont réfléchi au problème de l'innovation et ils ont très souvent la conviction d'avoir trouvé la formule la plus efficace. Et j'étais encore hier dans une multinationale où on parlait d'innovation et ils me disaient, mais vous savez, nous, on a un excellent processus d'innovation. Donc, on n'entre même pas en matière sur la possibilité d'envisager d'autres formules. Et puis, je vais vous poser une question très simple. Quelles sont les entreprises qui ont mis en place un budget pour soutenir l'innovation en dehors de la R&D ? Eh bien, il y en a très peu. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les dirigeants n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire pour encourager cette innovation dans toute direction et soutenir les collaborateurs. Alors, il y a quelques initiatives comme celle qui est décrite, mais qui est dans un contexte... Oui, je ne suis pas sûre que ce que vous dites soit complètement partagé autour de la table. Je suis là pour animer le débat. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives, il y a quelques entreprises qui sont à l'avant-garde, mais de l'expérience que j'ai, la grande majorité n'ont pas donné réellement la permission à leurs collaborateurs de faire tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir stimuler cette innovation. Voilà, pour alimenter le débat. Je comprends ce que vous venez de dire sur les managers, mais les entrepreneurs qui sont des créateurs d'entreprises innovent tous les jours et sont des dirigeants, hein. Donc on raisonne beaucoup grand groupe là quand même. Là, je vous rejoins tout à fait. La PME dans une autre situation, là que je pensais effectivement grand groupe, oui, tout à fait. Je crois que Pascal Veillat peut réagir à ça également, puisque vous évoquiez tout à l'heure la différence entre la France et l'Allemagne sur ces sujets-là, et c'est peut-être aussi le sujet grand groupe versus PME, puisqu'en Allemagne il y a des grosses PME, alors qu'en France il y a soit des microbes qui rament, soit des grandes structures colbertistes. Oui, alors l'analyse, enfin des morceaux d'analyse, parce que je ne prétends pas avoir toute l'analyse, c'est qu'il n'y a pas un écosystème qui fonctionne bien justement entre les différents étages, en fait, entre la start-up, la PME, puis le grand groupe. Il n'y a pas d'écosystème qui fonctionne bien. Les PME ont souvent été... Alors, d'ailleurs, il y a un mot assez emblématique que j'aime pas du tout, qui s'appelle sous-traitant. Donc, on est dessous. Donc les PME sont souvent considérées par les étages du dessus comme des fournisseurs. Quand vous parliez d'écoute, il n'y a pas non plus de budget pour voir ces fournisseurs, voir ce que font leurs fournisseurs pour innover. Mais ça en fait partie. Donc, premièrement, il n'y a pas un bon relationnel entre les différents étages.
Et puis, celui qui est en bas, il est asphyxié déjà par des problèmes financiers. Hein. On était payé à 120 jours il n'y a encore pas très longtemps. Maintenant, on est payé à 60 jours. Enfin, les problèmes de cash, plus on descend, plus les problèmes de cash sont... Donc, on est asphyxié déjà dans les PME. Donc, on ne peut pas respirer, on ne peut pas innover. Donc, ça, c'est les premières... voilà, un exemple de choses qui ne fonctionnent pas. Et puis, il n'y a pas d'écosystème parce que, par exemple, en Allemagne, ils ont un vrai lien de partenariat entre les différents étages. Et ils accompagnent leurs fournisseurs. C'est pour ça qu'il y a des plus grosses PME. Donc déjà, elles ont pas de problème, elles ont moins de problèmes de cash parce que c'est payé à 30 jours. Et puis il y a une vraie relation de long terme entre les différents étages. En France, on a beaucoup moins ça. Et un exemple, en Allemagne, quand ils partent à l'export, parce qu'on sait qu'il faut tous partir à l'export de plus en plus, les gros donneurs d'ordre allemands partent avec leurs fournisseurs. Ils vont chasser en meute, comme on dit. En France, ça n'existe absolument pas. Alors là, il y a des initiatives qui ont été lancées sur ça, hein, Pacte PME Export, enfin des choses comme ça, mais il n'y a absolument rien. Hein, donc ça, c'est des choses qu'on devrait changer. Et moi, je fais un constat là, mais j'ai absolument aucune idée comment on pourrait faire changer ça. Des relations en fait. Et puis après, le dernier point, c'est qu'en Allemagne, il y a aussi du patriotisme industriel qu'il n'y a absolument pas en France. Hein. On a perdu ça depuis très longtemps, je ne sais pas pourquoi. Je crois que nos deux représentantes de grands groupes avaient peut-être envie de réagir à ça. Catherine, Sophie. En tout cas, moi, je sais que parler pour le groupe Orange, c'est un peu compliqué. C'est pas forcément ce que je peux faire aujourd'hui, mais en tout cas, je peux vous donner le cas concret qui est le mien. Je sais que nous, on y est particulièrement sensible et on travaille avec des petites structures. Donc, le choix, en tout cas, moi, j'ai fait encore récemment des appels d'offres. C'était de choisir des structures qui étaient compétentes et en France. Donc, ça, on a été amené à le faire encore très, très récemment. Par contre, on est aussi très vigilant. On sait que les structures sont petites. Moi, ce qui me frappe, c'est la taille des structures avec lesquelles on travaille. Quand vous parlez de PME, ce sont des petites PME, en tout cas dans les milieux auxquels on est confronté. Et on travaille aussi beaucoup avec des startups parce que justement, je pense qu'il y a un des éléments de mutation qui a été importante pour le groupe, qui est de réaliser, et ça je pense que vous le savez largement, c'est que en réalité, le groupe, Orange en tout cas, est de plus en plus en situation finalement de s'assurer que d'autres puissent fournir des services à ses clients parce qu'on ne pourra certainement pas tout fournir. Et donc le travail avec les partenaires est essentiel. Et les startups aussi. C'est un angle en tout cas que le groupe a pris depuis un certain temps. Et aujourd'hui, c'est pour nous une politique forte. Donc ça se voit par différentes structures, mais ce qui est frappant, c'est la petite taille et du coup la fragilité, j'ai envie de dire, des structures. Donc nous, on y est très 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 vigilants, justement, exprès. On est sur des petites structures dans le monde du digital, c'est très fort. C'est très français aussi. Alors c'est très français, on ne travaille pas qu'avec des Français, mais en tout cas en France, puisque ça me semblait être le point évoqué par M. Veillat, c'est vrai que c'est souvent des très petites structures, alors que dans d'autres pays, elles sont un peu plus grosses. Catherine ? Oui, alors plusieurs choses. D'abord, je voudrais surtout pas donner l'impression qu'Eramet est un groupe parfait qui veut donner des leçons, etc. C'est un groupe en évolution. Voilà, donc quand je dis qu'on fait un certain nombre de choses, pour autant, on n'est pas forcément au top absolu de tout ce qui se fait. Et s'agissant de ce que monsieur exprimait sur les PME, la position de sous-traitants ou de fournisseurs, on la connaît aussi parce qu'on a une partie de nos activités qui certes sont sur des produits très sophistiqués, haut de gamme, etc., mais pour le compte de grands donneurs d'ordre encore plus gros que nous, et on comprend et on connaît ce que vous dites. Par contre, là où je ne vous suis pas complètement, c'est de dire que personne s'y intéresse. Là, je prends un peu ma casquette de fédération professionnelle, mais je crois quand même qu'au moins dans la prise de conscience politique, il y a une évolution considérable ces dernières années et qu'on voit dans la campagne, alors c'est peut-être pas ce qui se voit le plus dans les médias, mais quand on lit les papiers des uns et des autres, je dirais des candidats sérieux, il y a quand même des éléments et des propositions. Alors après, on verra. C'est une campagne électorale, mais j'ai peut-être un fond plus optimiste que vous, où j'ai la chance de ne pas être dans une petite PME, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des évolutions et des prises de conscience qu'il n'y avait pas avant. 200% d'accord avec vous, tout le monde en parle. Tout le monde est conscient, mais dans le concret aujourd'hui, j'ai vu peu d'évolution. Je vous dis,
je vais caricaturer. Hein. Les seules choses qui sont arrivées de bien récemment, c'est la loi LME sur les conditions de paiement. Je suis un peu obsédé par ça, mais ça a injecté 5 milliards d'euros dans les PME. Je pense que personne parle de continuer et de passer à 30 jours, mais ça donnerait encore 55 ou 10 milliards d'euros de cash qui, quand il y a eu la loi LME, j'ai fait des débats avec des grands patrons d'achat de mes clients qui ont dit que ça allait être la fin du monde parce qu'ils allaient payer leurs fournisseurs 30 jours plus tôt. Personne, il n'y a pas eu de mort dans les grands groupes. Donc je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer. Malheureusement, on est obligé de passer par des lois pour faire ça. Je pense qu'on devrait, au niveau des différentes filières, au niveau des différents syndicats, etc., enfin il y en a plein, il y a plein d'organismes, trouver des solutions. Il y a par exemple aussi le médiateur de la sous-traitance qui a été nommé. Moi, on m'a sollicité pour dire est-ce que vous voulez saisir le médiateur de la sous-traitance ? Je veux dire, c'est un fusil à un coup. Hein. Si je fais ça, je suis mort derrière parce que je vais appeler le médiateur et derrière, j'ai plus de boulot, donc c'est terminé. Et je l'ai eu au téléphone et il m'a dit 98% des contrats entre les donneurs d'ordre et les PME sont illégaux et léonins. Enfin, plus léonins qu'illégaux d'ailleurs. Mais et ça, pourquoi on ne change pas ? Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'il faudrait tout simplement... voilà, il faut s'y atteler, il faut tous travailler dans le même sens. Mais je suis d'accord avec vous, il y a une prise de conscience parce qu'on sait que c'est un des problèmes de notre économie. C'est pas le seul, mais c'en est un. Et je pense que... Mais les gens n'ont pas encore trouvé la manière de mettre en pratique cette prise de conscience, quoi. C'est vrai que moi je trouve parfois qu'il y a une espèce de schizophrénie dans les entreprises parce qu'effectivement c'est la même entreprise ou le même comité exécutif qui se réjouit d'avoir trouvé un fournisseur pas cher, etc. et qui se plaint des contraintes de son client. Voilà. Donc je pense qu'on est peut-être allé un petit peu loin dans certaines fonctions achats et dans certaines logiques. Et j'ai le sentiment que là aussi l'intelligence essaie de revenir petit à petit.